Bon, eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Donc, nous retrouvons ce soir pour une conférence sur les obédiences maçonniques, en particulier quelques-unes qui seront présentées par les membres de notre Discord qui ont accepté de se plier à l'exercice. D'ailleurs, on les remercie chaleureusement. Nous allons commencer par une présentation de ces obédiences et ensuite chacun pourra poser ses questions à un ou plusieurs des intervenants, soit grâce au bouton pour lever la main que vous avez en bas de l'écran. Et dans ce cas-là, nous vous donnerons la parole chacun à votre tour, soit dans le salon conférence questions. Donc, vous pouvez écrire vos questions en précisant à qui s'adresse votre question et du coup, je vois. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on avait un ordre prédéfini, mais on a un intervenant qui n'est pas encore là. Donc, Jérémy, si tu acceptes de bien vouloir commencer pour le Grand Orient de France, nous t'écoutons. Et ben avec plaisir. Donc j'ai 5 minutes, hein, c'est ça. Donc il faut juste que je calcule le temps. Entre 3 et 7. 3 et 7. C'est parfait. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jérémy, donc je suis un des membres du Grand Orient de France. Je suis aussi un des guides conférenciers au musée de la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ont pu suivre, j'avais fait une conférence sur l'histoire de la franc-maçonnerie il y a quelques temps. Donc là, je vais juste vous parler un petit peu de cette obédience, le Grand Orient de France, obédience la plus ancienne qui existe en France là-dessus, puisque la franc-maçonnerie est née en 1717 ou 1721 en Angleterre. Elle arrive en France en 1725 et le Grand Orient de France va se constituer entre 1728 et 1773. Voilà, pour vous dire un petit peu cette étape. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2003, on va fêter l'anniversaire des 250 ans du nom Grand Orient de France. Parce qu'au tout départ, cette obédience ne s'appelle pas Grand Orient de France encore, ça va s'appeler Grande Loge de France. Et elle va changer de nom suite à des manœuvres de pouvoir, puisque si vous voulez, il y avait au niveau, c'était très parisianisme, très parisiano-centré, le contrôle de l'obédience. Et puis finalement, les régionalistes vont prendre le pouvoir et donc c'est pour ça qu'on va avoir ce changement de nom et on va fêter donc les 250 ans de ce changement de nom l'année prochaine. Voilà. Le Grand Orient de France, il va se passer un événement important en 1877. Il va avoir le frère Frédéric d'Esmond, donc qui est pasteur de son État, qui va proposer un vœu qui va être soumis au convent. Alors, qu'est-ce que c'est que le convent? Le convent, c'est l'assemblée générale de l'obédience, tout simplement. Et donc, dans ce vœu qui va être adopté, il est dit que pour être franc-maçon, il n'y a plus besoin de croire en Dieu, ni en l'immortalité de l'âme. Et donc, va faire là un grand schisme au niveau de la franc-maçonnerie, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Loge Unie d'Angleterre va regarder le GODF et dire quoi? Vous n'avez plus besoin de croire en Dieu pour être franc-maçon? Et on leur dira, ah bah oui, on est comme ça. Ah bah alors on vous reconnaît plus. Ah bah d'accord, on se reconnaît plus. Bon, voilà. Et donc ça va être ce schisme. Et on va avoir donc, à partir de ce moment-là, la franc-maçonnerie traditionnelle qui va continuer à exister, et l'apparition de ce courant qui est largement majoritaire en France aujourd'hui, qui est le courant libéral et adogmatique. Alors attention, au niveau mondial, par contre, c'est le tendance traditionnelle qui est largement dominant. C'est pas, c'est très clair. Mais cette tendance libérale et adogmatique va donc fonctionner. Le Grand Orient de France se caractérise par plusieurs choses. Déjà, c'est une obédience où il y a des loges masculines et des loges mixtes. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de loges mixtes que de loges masculines, même si ça ne fait pas très longtemps que c'est ouvert aux sœurs. Et puis on voit aussi des évolutions, puisque on a eu au niveau du Conseil de l'Ordre, qui est en gros le conseil d'administration de l'obédience, l'arrivée d'une sœur à la tête de ce conseil d'administration il y a 2 ans, je crois, et là il va y avoir une deuxième sœur qui va arriver dans ce moment. Donc on voit la féminisation progressive qui se fait de cette obédience. Il faut compter à peu près 53 000 membres aujourd'hui au Grand Orient de France. Donc vous voyez que c'est l'obédience la plus importante en termes de nombre aussi de loges, alors qu'on va appeler loges bleues, donc les loges de base de francs-maçons, on en est à peu près à 1392, donc un truc comme ça, ou 1400, enfin voilà. On est à peu près dans ces chiffres-là, donc on voit effectivement que ça marche bien. Alors sa caractéristique, c'est que c'est multi-rites, déjà. C'est sûrement l'obédience qui doit possède le plus de rites à l'intérieur, donc on peut travailler à plein de rites différents, il n'y a pas de souci.
Libéral et adogmatique, donc ça veut dire qu'on est libre de penser, absolument croire ce qu'on veut. Donc on peut être croyant, on peut être athée, on peut être polythéiste, on peut être monothéiste, on peut être agnostique. Il n'y a pas de difficulté là-dessus dans cette approche. Et puis aussi la particularité, c'est que c'est une obédience qui est à la fois symbolique et sociétale. Donc il y a des loges qui vont travailler uniquement sur des sujets de symboles et de philosophie, des loges qui vont travailler uniquement sur des sujets sociétaux ou quasiment. Voilà, donc les sociétaux, le droit de mourir dans la dignité, la laïcité, le développement durable, que sais-je, les idées ne manquent pas. Et puis il y a des loges qui vont travailler aux deux, qui vont travailler à la fois sur des questions symboliques et puis des questions sociétales. Voilà, donc il y a une belle ramification. Il y a une petite vidéo que je vais vous partager tout à l'heure dans la partie questions pour vous présenter un peu plus, parce qu'on a fait une petite vidéo de 8 minutes 5 du Grand Orient pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour que vous puissiez un petit peu avoir quelques éléments. Voilà. Je voulais pas être plus long. Je sais pas si j'ai encore du temps ou pas, du coup, parce qu'à chaque fois que je parle, je ne regarde plus ma montre. Ça, c'est et j'ai loupé. Donc, Maquette, tu me dis si j'ai encore du temps ou pas, ou s'il faut que je laisse la parole et on verra dans les questions tout à l'heure. Si tu veux continuer 1 ou 2 minutes, tu peux. Tu es tout à fait dans les temps. Voilà. Bon, tout va bien. Tout va bien. 1 ou 2 minutes, donc une obédience qui est internationale. Hein, c'est ça qui est important de se dire. Il y a des loges dans le monde entier. Pas du tout qu'en France, loin s'en faut, et un convent qui réunit bien sûr un représentant par loge. Donc le Grand Orient de France, sa particularité, c'est que c'est une fédération de loges. Donc chaque loge définit un représentant qui va siéger au convent, le convent donc l'Assemblée générale, et donc c'est cette fédération qui va choisir un petit peu comment elle va fonctionner, avec séparation des 3 pouvoirs. Hein. Ça, il faut le dire que le droit de vote existait déjà en franc-maçonnerie avant d'exister dans le monde profane, et donc séparation entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc l'exécutif qui est en fait traité par le Conseil de l'Ordre, le Conseil d'administration qui est un bureau et un grand maître. Hein. Il faut savoir que tous les postes au Grand Orient de France sont électifs. Donc le grand maître, on le réélit tous les ans. Les conseils de l'Ordre, ils sont élus pour 3 ans, ils élisent le grand maître. Et puis on élit tous les représentants, même dans les loges, tous les postes ne durent qu'1 an, le mandat. Et puis après, on peut se représenter bien sûr à un poste. En général, un vénérable maître va se présenter 3 fois, parfois 4, parfois 2. En général, rarement plus. Ça existe, mais c'est rarissime, pour essayer justement de faire tourner un petit peu les postes pour que ça puisse fonctionner et ainsi vivre une belle démocratie. Voilà, bon, je vais peut-être pas aller plus loin parce que là, je pense que j'ai plus ou moins fait les 2 minutes, et puis je vais vous mettre en partage la petite vidéo que je vous ai parlé. Merci à tous. Merci à toi, Jérémy. Alors normalement, juste après, on devait avoir TRB pour la GLNF. Il n'est pas encore là, je ne le vois pas. Donc, je vous propose de passer à la Grande Loge Unie d'Angleterre par MiG 13. Hop, voilà. Normalement, tu vas pouvoir prendre la parole. C'est parfait. Bien, MiG, pareil, même exercice, c'est à toi. Et on te remercie de présenter cette obédience qui nous vient donc d'Angleterre. Bonjour, vous m'entendez ? Parfaitement. On t'entend, ouais. Donc moi je suis un Français, citoyen français et maçon anglais. Donc je suis membre d'une loge, je vis en Angleterre, je suis membre d'une loge, j'ai été initié en Angleterre, membre d'une loge en Angleterre. Donc sous la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc comme l'a dit Jérémy, la Grande Loge Unie d'Angleterre, enfin la première Grande Loge a été celle de Londres en 1717 ou 1721. Et aujourd'hui, la Grande Loge Unie d'Angleterre, donc c'est une organisation qui gère la franc-maçonnerie masculine en Angleterre et au Pays de Galles, puisque l'Écosse a sa Grande Loge séparée qui a été créée en 1736, et l'Irlande, donc il y a une Grande Loge qui couvre les deux, le Sud et le Nord, qui a été créée en 1725. Donc on appelle Grande Loge Unie d'Angleterre, puisque en 1751, une deuxième Grande Loge s'est créée en Angleterre, en concurrence avec la première. Et donc, et les deux se sont combattus férocement pendant 60 ans jusqu'en 1813 où ils ont décidé de s'unir. Et au moment de l'union, donc, ils ont créé une commission pour définir le rite. Donc, contrairement à ce que disait Jérémy, contrairement en France, nous ne faisons qu'un seul rite, qui est le rite d'émulation. En fait, on ne l'appelle pas émulation, on l'appelle le rite, puisque c'est le seul rite que nous faisons. Et donc, en Angleterre, contrairement à la France, il n'y a
une obédience masculine principalement, qui est la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc il y a 175 000 membres, donc c'est une des plus grosses obédiences dans le monde, et 7 000 loges. Donc c'est assez important sur tout le territoire donc, de l'Angleterre et du Pays de Galles. Donc les 4 grands principes de la Grande Loge unie d'Angleterre sont l'intégrité, l'amitié, le respect et la charité. Donc je voudrais m'arrêter un petit peu sur la partie charité, puisque ça c'est une très grande différence, je pense, par rapport à la France. L'aspect caritatif de la franc-maçonnerie en Angleterre est très très important. La Grande Loge unie d'Angleterre est la deuxième plus importante source de fonds à but caritatif dans l'Angleterre après la loterie nationale. Donc par exemple en 2020, je crois que c'est à peu près 50 millions de livres qui avaient été donnés à des organismes caritatifs. Et en particulier tout ce qui concerne la recherche médicale, donc le cancer, le diabète, maladie de cœur, Alzheimer, etc. Et donc il y a aussi pas mal d'argent qui est donné aux ambulances et surtout aux ambulances d'hélicoptères. Donc quand vous serez dans Londres, si vous allez vous promener dans Londres, regardez les ambulances, vous verrez parfois l'équerre et le compas sur les ambulances qui sont dans Londres, parce que ce sont des ambulances qui ont été financées par la franc-maçonnerie. Donc ça c'est un point très important. Un autre point qui est important, qui est aussi une grande différence, c'est que la franc-maçonnerie en Angleterre est fortement liée aux grandes institutions. Donc la monarchie, par exemple, donc le grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre est le duc de Kent, depuis 50 ans, qui est le cousin de la reine. Le mari de la reine, le prince Philippe, était franc-maçon. Son père, George VI, était franc-maçon. Il était grand maître de la Grande Loge d'Écosse. Son oncle, Édouard VIII, était franc-maçon. Donc il y a vraiment des liens très forts entre la monarchie et la franc-maçonnerie, ce qui donne un peu à la franc-maçonnerie quelques aspects un petit peu de gloire. Donc on est dans ce sens-là, on est un petit peu moins caché que la maçonnerie française peut l'être. Et le deuxième lien important, c'est avec l'Église anglicane. Donc il y a moi j'ai vu en loge, quand j'ai visité des loges, j'ai vu des pasteurs de l'Église anglicane qui sont en loge avec leur col, c'est pas un col romain parce que c'est pas des catholiques, mais avec le col des pasteurs qui sont actifs en franc-maçonnerie. Et ça remonte très loin, puisqu'en 1717, au début de la franc-maçonnerie organisée en Angleterre, elle a été organisée en soutien à la monarchie hanovérienne, donc en soutien à la monarchie protestante, et en particulier un des fondateurs de la franc-maçonnerie organisée en Angleterre est le français, le pasteur Jean-Théophile des Agouliers, qui est un huguenot immigré en Angleterre. Et donc lui et d'autres étaient très voulaient fortement soutenir la monarchie hanovérienne, parce qu'ils n'avaient qu'une peur, c'est que les catholiques arrivent sur le trône d'Angleterre et qu'ils soient persécutés comme ils l'avaient été en France. Donc depuis très longtemps, il y a de très forts liens entre la franc-maçonnerie et l'Église d'État anglicane en Angleterre. Alors maintenant, si on parle un petit peu de ce qu'on fait aujourd'hui en franc-maçonnerie en Angleterre, donc on se réunit, on a des tenues 6 à 8 fois par an, donc qui, je pense, et après ce que j'ai compris, est nettement moins que ce qui se passe en France. Et les cérémonies, c'est essentiellement du rituel, donc c'est du par cœur. Donc nous apprenons par cœur nos cérémonies, ce sont des petites pièces de théâtre. Et donc en fait, on travaille, on répète. On a que 6 à 8 tenues par an, mais on se réunit pour répéter, puisque quand c'est des cérémonies par cœur, il faut quand même répéter. Et donc, mais c'est vraiment du par cœur. On n'a pas le droit d'avoir des pièces de papier. Alors on a un souffleur qui nous aide au cas où on ouvre un trou, mais c'est du par cœur. Et ça change vraiment, ça donne une dynamique assez spéciale à nos cérémonies, qui est assez belle. Donc nous ne faisons pas de planche. Alors parfois, il y a certains frères, quand ils le souhaitent, qui parlent d'un sujet, souvent historique. Enfin, c'est bien moins fréquent que dans certaines branches de la franc-maçonnerie française. Et alors, il y a une autre différence, c'est que, d'après ce que je comprends, donc en France, les apprentis et compagnons, ils bossent. Chez nous, les apprentis et compagnons, ils bossent pas beaucoup. Donc, on leur demande de regarder, d'écouter, de regarder, de s'imprégner de la franc-maçonnerie. C'est vraiment à partir du grade de maître qu'on commence à bosser, c'est-à-dire d'apprendre par cœur des pages du rituel. Et donc c'est quand on commence à devenir officier, donc garde intérieur, deuxième diacre, premier diacre, deuxième surveillant, premier surveillant et véné.
Donc c'est là vraiment qu'on commence à bosser. Donc ça c'est aussi une grande différence. Donc la vie d'apprenti et compagnon est assez cool. Alors sinon après pour la progression en loge, donc c'est assez standard. Donc une fois donc en fait on reste apprenti 1 an à peu près, compagnon 1 an à peu près. Puis après quand on devient maître, le premier job c'est le garde intérieur pendant 1 an, puis après le deuxième DAC pendant 1 an, premier DAC pendant 1 an, deuxième surveillant pendant 1 an, premier surveillant pendant 1 an, et vénérable maître pendant 1 an. Donc en gros, il faut à peu près 8 ans entre le moment où on est initié et le moment où on devient vénérable de sa loge. Voilà, donc c'était les quelques points dont je voulais parler sur la franc-maçonnerie anglaise. Super, merci beaucoup Mick 13 pour ton intervention. Alors je ne vois toujours pas TRB. Je pense que malheureusement il sera pas là, on va l'attendre jusqu'au bout. Est-ce que Dory, du coup, si tu acceptes de remonter un petit peu dans l'ordre prévu initialement, de nous faire le même exercice au sujet du droit humain. Je crois qu'il y a un nom encore un petit peu plus complexe que ça normalement, mais je pense que tu vas nous en parler. Du coup, simplement le temps qu'on te donne la parole. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? On t'entend très bien. Ah ben parfait. Bonsoir tout le monde. Premièrement, merci de me donner l'occasion de parler du droit humain. Alors, premièrement, je parle du droit humain selon ce que j'ai envie, selon ma connaissance, et je ne suis en rien un représentant officiel du droit humain. Donc, ça restera lié à mon expérience et à ma connaissance. Le droit humain, c'est quoi? Le droit humain, c'est une plus grande obédience maçonnique, c'est un ordre. Et la raison de la création du droit humain vient donc ça a été créé en 1893, en tous les cas les premiers initiés, du fait que la gente féminine n'avait pas le droit d'être initiée en franc-maçonnerie. Il existait des loges d'adoption, des choses comme ça, mais on n'initiait pas une dame en franc-maçonnerie. Et donc le docteur Georges Martin, sénateur, qui appréciait beaucoup les talents d'oratrice et qui défendait les causes des femmes, a décidé dans une loge du PEC d'initier Maria de Rème, qui est la seconde cofondatrice du droit humain. Et bon, après, ça leur a posé quelques problèmes. Donc, quelques années plus tard, ils ont décidé de créer la grande loge symbolique écossaise, le droit humain, qui s'est transformé par la suite en l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Donc, l'ADN de notre obédience, c'est premièrement la mixité. C'est la raison de la création de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Et cette mixité, cette égalité homme-femme, il faut qu'elle soit aussi universelle. Et donc, la seconde, dès le départ, en fait, on a été un ordre international. C'est-à-dire qu'on est organisé en fédération. Donc, d'ailleurs, si vous allez sur Google, vous tapez le droit humain en France ou l'ordre mixte international, le droit humain. Nous avons 2 sites internet différents, un qui est l'ordre international et l'autre qui est dédié à la Fédération française. Donc, on est un groupement de fédérations et de loges pionnières. Donc, les loges pionnières, c'est les loges qui sont seules dans des pays. La fédération française est la plus grosse des fédérations du droit humain. Bon, je pense que c'est historique aussi, hein, c'est sa création. Nous sommes aux alentours de 17 000 membres. Je n'ai pas les chiffres exacts, c'est peut-être 16 500 ou 17 500, c'est pas très grave. Et je crois que dans le monde, nous sommes 33 000. Donc il y a une fédération belge, il y a une fédération allemande, enfin voilà, une fédération espagnole, une fédération mexicaine, une fédération péruvienne, colombienne. Une loge pionnière à Shanghai, une loge au Japon aussi. Donc c'est c'est à peu près ça. Du coup, tout comme le disait tout à l'heure Jérémy, nous avons aussi nos convents nationaux et nos convents internationaux.
Donc tous les 5 ans, en fait, l'ensemble des fédérations du monde se retrouvent, au moins avec leurs représentants et les volontaires, pour échanger pendant 5 jours sur des sujets d'organisation, des sujets liés à la mixité et des choses comme ça. Par exemple, cette année, on a eu un échange assez intéressant avec la Fédération du Mexique, où ils nous expliquaient que dans un pays assez machiste et anti-maçon, c'était un combat presque de tous les jours, et en tous les cas une discrétion totale de leur appartenance. Donc voilà, on est organisé aussi en loge à l'intérieur de ces fédérations. Chaque loge a une indépendance. Et pour continuer un peu sur l'historique en même temps du droit humain, donc les fondateurs, là, Georges Martin et Maria de Rem, ont vite initié un certain nombre de femmes et d'hommes pour pouvoir créer donc une loge transformée en ordre, et le docteur Georges Martin a estimé que pour faire pérenniser un peu leurs actions, il fallait un bâtiment, et donc il a investi ce qui lui restait d'argent, il devait en avoir pas mal ceci dit, dans un bâtiment qui est devenu le siège de l'ordre. Et ce bâtiment a été inauguré en 1914 ou 1916. En fait, il y a l'inauguration officieuse, mais la guerre l'ayant repoussée, elle a été faite officiellement en 1916. Et sur le mur de ce bâtiment, qui se visite parfois lors des journées du patrimoine, puisqu'il est classé, il est inscrit, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, les femmes ont les mêmes devoirs que l'homme dans la famille. Elles devraient avoir les mêmes droits dans la vie, enfin, non, oh purée, tiens, j'ai un trou de mémoire, bon désolé, c'est un peu, hein. Donc dans l'humanité, la femme a les mêmes devoirs que l'homme. Elle doit avoir les mêmes droits dans la famille et dans la société. Bon, quand on pense qu'une phrase comme ça a été imprimée sur un mur en 1914, je trouve que ça montre bien en tous les cas l'ADN du droit humain. Côté travail, donc nous travaillons donc en atelier ou en loge comme beaucoup. Nous travaillons principalement au rite écossais ancien et accepté, du moins en France. Et nous avons une loge qui fonctionne au rite de l'Odrel, qui est un rite anglais. Donc ça, c'est un lien avec la Fédération du droit humain anglaise aussi. On travaille en moyenne nationale, hein. Je ne connais pas pour l'international, mais en moyenne nationale, c'est 50% symbolique, 50% sociétal. Il y a des loges qui sont plus symboliques, il y a des loges qui sont plus sociétales. La mienne, elle doit être plutôt à 80% de symbolique et 10-20% de sociétal, mais en fait, c'est vraiment lié à pas à l'activité annuelle, mais en gros, comment dire? Déjà aux officiers présents qui sont élus dans la loge, et surtout, il faut tenir compte de tout le monde dans la loge. Donc il y en a qui ont plus envie aussi de travailler sur du sociétal, ce qui va nous arriver d'ici peu, parce qu'on a dans mon atelier, en tous les cas, on a initié il y a sur l'année dernière, beaucoup de jeunes maçons, de jeunes en âge, et on se rend compte que si on veut aborder toutes les classes d'âge, il faut aussi aborder les problématiques sociétales qui perturbent un peu tout le monde en ce moment, quoi. Donc on va être amené à parler d'Europe, à parler peut-être de climat, des choses comme ça aussi. Mais en tous les cas, principalement, on fait du sociétal. Que vous dire de plus? J'essaye de rendre mixte, international. Alors la proportion d'hommes et de femmes. La proportion d'hommes de femmes, c'est à peu près 2/3 d'hommes et 1/3 de femmes. Alors c'est marrant parce que dernièrement, on a fait un travail avec d'autres obédiences, puisqu'on a... Alors on est une obédience adogmatique, c'est-à-dire qu'on peut travailler au progrès de l'humanité, ou on peut travailler ou au grand architecte de l'univers. Nous n'avons pas de livre sacré lié à une croyance, en tous les cas. C'est la Constitution internationale de l'ordre qui est notre livre sacré. Et
Et puis c'est la liberté de culte, comme dans beaucoup, enfin dans la plupart d'ailleurs des obédiences, et ça reste dans le domaine du privé. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Enfin, il y aurait plein de choses à dire, mais je voudrais pas non plus monopoliser la parole encore trop longtemps. Écoute, tu es à peu près dans les temps, donc si tu veux, on peut s'arrêter là et puis faire des ajouts ensuite si besoin. Est-ce que ça te conviendra, sauf si tu avais d'autres éléments importants qui te viennent en tête? Après, comme toutes les obédiences, enfin, au moins pour celles que j'ai l'occasion de fréquenter, vous pouvez aller sur les sites, vous verrez des conférences publiques, y compris en région. C'est l'occasion de découvrir, de s'approcher un peu peut-être de certains travaux qui y sont faits. Et alors on a des accords avec ce qu'on appelle accord d'amitié, avec quand même pas mal d'obédience aussi, ce qui nous permet de se rendre visite les uns les autres, de s'inviter les uns les autres et de travailler ensemble si on en a envie. Et voilà. Super. Eh bien, je te remercie. L'intervenant qui devait parler des LNFU n'est pas arrivé. On n'a pas de nouvelles, tout comme pour la GLNF. Mais nous avons une petite surprise, puisque nous allons entendre parler de la Grande Loge du Nebraska. Alors, je suis désolé, je n'arriverai pas à lire ton pseudo, puisqu'il commence par DLYNDTRLY. Mais je te merci beaucoup d'avoir accepté surtout de prendre la parole, que je te donne tout de suite pour la présentation de cette Grande Loge du Nebraska. Alors, je te donne la parole tout de suite. Voilà, excuse-moi. Vous pouvez m'entendre? Maintenant, on t'entend, oui, tout à fait. Toutes mes excuses, je n'arrivais pas à voir l'invitation. Non, j'ai mis du temps aussi. Je t'en prie, tu peux y aller. Merci encore de cette prise de parole, donc au pied levé, hein, je précise pour tout le monde. Ok, voilà. Mon nom est Célio et mon pseudo c'est Duly and Fully Prepared. Une phrase que certains d'entre vous reconnaîtront si elle est traduite en français. Je suis originaire du Bénin, mais je vis dans l'État du Nebraska. Et l'État du Nebraska, la Grande Loge du Nebraska a été formée en 1857 par trois loges, si je me rappelle bien. Et ces loges ont eu le charter. Le charter, c'est un document qui vous donne le pouvoir d'opérer en tant que loge dans votre État ou dans votre juridiction. Et une de ces loges est Nebraska Lodge number 184, donc numéro 184, qui a reçu leur charter depuis la Grande Loge de l'Illinois, au Illinois. Et Grading Lodge, numéro 156, et eux, ils ont reçu leur charter de la Grande Loge du Missouri. Et enfin, Capital Lodge number 101, so 101, et ils ont eu leur charter de la Grande Loge de l'Iowa. Donc, ces loges ensemble ont formé la Grande Loge du Nebraska après avoir eu leurs différentes charters en 1857. Et c'est une loge exclusivement masculine et souvent qualifiée de loge régulière. C'est un terme dont je ne suis pas très fan, mais c'est le cas pour nous. Et donc, aucune femme. Et nous avons des affiliations avec toutes les loges reconnues par la Grande Loge d'Angleterre. Je sais qu'il n'y a pas trop longtemps, un frère a discuté de sa Grande Loge en Angleterre. So, avec cette loge, par exemple, nous avons une affiliation et nous sommes reconnus les uns les autres. On se réunit une fois par mois, donc 12 fois dans l'année. Et un peu comme
le précédent présentateur de la Grande Loge d'Angleterre a dit ici aussi, nous apprenons notre rituel par cœur. Et effectivement, ça apporte un petit plus au rituel et au mouvement que nous faisons. C'est d'ailleurs très important de pouvoir retenir son rituel ici. C'est l'une des principales choses pour nous, avoir un rituel vraiment propre, correct et presque parfait. À part ça, nous sommes aussi investis dans la charité, très, très investis en ce qui concerne la charité. Nous avons une fondation maçonnique nationale pour différents types de charité, une maison de retraite pour les personnes d'un certain âge. Et à part ça, on supporte aussi certains groupes maçonniques, on a les groupes de jeunes maçonniques. Il y a les Rainbow Girls, ce sont des filles qui ensemble forment une sorte de loge, mais pas vraiment une loge. Et, elles organisent des activités dans la société, elles apprennent à être indépendantes et autres. Et on participe à ce genre de charité. Elles sont considérées comme faisant partie de la famille maçonnique. Il y a aussi l'ordre des Demolay, qui sont des jeunes garçons exclusivement, qui aussi sont supportés par la Grande Loge du Nebraska. Et quand il s'agit de différents rites, nous avons le rite de York, et le rite écossais ancien accepté, et aussi un autre corps qu'on appelle les Shriners. Ils sont très, très, très investis dans la charité aussi. En effet, ils ont l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital ici aux États-Unis, caritatif, qui aide les enfants avec différentes conditions de santé à se faire soigner gratuitement, même quand les opérations chirurgicales sont un peu chères pour eux. Le rite de York aussi, ils ont leur... désolé, parfois les mots sont difficiles à retrouver en français, mais ils ont leur propre charité et c'est plus dans le domaine de l'ophtalmologie. Le rite écossais aussi a sa propre charité, ça s'appelle Right Care, et ils aident dans différents domaines, mais notamment le cancer. Donc voilà un peu rite écossais, rite de York, et c'est un peu ça la Grande Loge du Nebraska. On essaie d'avoir, au moins dans ma loge, ça je peux en témoigner, d'avoir une pièce d'éducation à chaque réunion. Ce n'est pas nécessairement le cas partout, mais c'est une tradition, c'est quelque chose de très important dans ma loge. J'espère que j'ai couvert assez de points. Je pense que je suis presque arrivé à la fin de mon temps et je vous remercie pour votre attention, pour votre temps et pour l'opportunité que vous me donnez de présenter la Grande Loge du Nebraska. Merci. Merci à toi, surtout d'avoir accepté de nous en parler comme ça au pied levé. Je trouve que c'était très clair et ça apporte des informations qu'on n'a pas forcément en France. On ne connaît pas forcément la Grande Loge du Nebraska. En tout cas, merci beaucoup, Duly and Truly Prepared, puisque maintenant je saurais le dire. Et puis, ce que je vous propose, c'est que je vais terminer en parlant quelques minutes de la Grande Loge nationale française. L'intervenant qui devait s'en charger n'est pas là, donc je vais le remplacer un peu au pied levé aussi. Donc pour la Grande Loge nationale française, vous allez voir quelques similitudes avec forcément la présentation de la Grande Loge unie d'Angleterre ou de la Grande Loge du Nebraska, car le fonctionnement est assez proche. C'est une obédience qui a été créée en 1913, a été créée d'une scission du Grand Orient quand celui-ci a retiré la croyance en Dieu de ses statuts, comme Jérémy vous en a parlé tout à l'heure. C'est une obédience régulière, non pas dans le sens où les autres ne feraient pas bien leur travail, hein, loin de là. C'est simplement dans le sens où on respecte ce qu'on appelle la règle en 12 points, qui contient notamment la croyance en Dieu. Nous sommes une obédience uniquement masculine, et on ne parle pas ni politique, ni religion. Donc il n'y a pas de loge sociétale, comme ça peut être le cas au Grand Orient de France ou au droit humain, hein, comme l'ont évoqué Jérémy et Dory pour leurs obédiences respectives. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 35 000 membres partout en France et dans certains pays étrangers, parce qu'on a des loges dans des pays étrangers aussi.
Nous avons à la GNF 6 rites qui sont représentés, donc 3 dits continentaux, le rite écossais ancien accepté, le rite français, le rite écossais rectifié, et 3 rites anglo-saxons. Le rite émulation, donc comme celui qui est pratiqué en Angleterre, mais nous on le nomme rite émulation. Le rite York qui est en particulier pratiqué aux États-Unis, dont à la Grande Loge du Nebraska, et le rite standard d'Écosse. Chacun de ces rites a ensuite plusieurs rituels différents, donc de manière de faire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, sur le nombre de tenues, comme ça a été évoqué par certains avant moi, on est à peu près à 10 tenues par an et par loge. Alors, je sais que dans d'autres obédiences, ça peut être parfois 2 par mois. En règle générale, chez nous, c'est une tenue par mois par loge. Nous avons, comme ça a été évoqué auparavant, des ententes avec de nombreuses obédiences de par le monde. Alors de mémoire, c'est en gros une par État, donc un peu plus de 200, ce qui nous permet des intervisites entre des frères de différents pays. Mais nous avons aussi des conférences en France en lien avec d'autres obédiences françaises, notamment le Pic de la Mirandole avec la Grande Loge de France et les Rencontres Lafayette avec le Grand Orient de France. Au-delà de tout ça, sur l'ouverture à l'extérieur, on a des publications mensuelles dans des cahiers qu'on appelle Villard de Honnecourt et des conférences publiques propres à la Grande Loge nationale française. Au-delà puisque je parlais des reconnaissances avec les différentes obédiences, on a aussi des reconnaissances avec ce qu'on appelle des juridictions amies, ce qui permet au sein de chacun des rites de pratiquer ce qu'on appelle des side degrees ou des hauts grades en fonction des rites qui sont présents, donc du coup proches de nos obédiences et avec qui on a qu'on appelle des juridictions amies chez nous. Et puis comme ça a été évoqué, c'est vrai que je remercie Julie and Truly Prepared de l'avoir évoqué. 2 mollets existent aussi chez nous, donc pour les jeunes à partir de 15 ans, ce qui sont souvent des enfants de francs-maçons et qui participent avec un rituel un peu différent. Et nous avons aussi une manière de faire la bienfaisance et la charité avec la fondation de la Grande Loge nationale française qui s'occupe de reverser des dons ou d'agir auprès d'associations comme par exemple l'achat de chiens aveugles ou j'ai plus d'exemple en tête puisque c'est celui sur lequel je suis le plus proche, mais en tout cas de nombreuses associations. Ils ont un site, la Fondation GLNF, sur lequel on retrouve toutes les informations. Je ne serai pas plus long puisque je crois que je suis à peu près dans les temps et voilà, je suis un petit peu au pied levé, donc je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, si certains d'entre vous ont des questions, vous avez un bouton en bas de votre écran pour lever la main et je vous donnerai la parole. Et puis, sinon, dans le salon par écrit qui s'appelle Conférence Questions, vous pouvez écrire nos questions et on s'occupera de les dire pour vous. Alors, je vous propose il y a déjà une première question par écrit. On demande de parler des différents ordres. Je ne sais pas à qui s'adresse la question. Si c'est à moi, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par ordre, du coup? Alors, les hauts grades chez les Anglais et la Grande Loge nationale française, oui, on peut l'évoquer. C'est pas trop sur les obédiences pour le coup, mais on peut l'évoquer rapidement. En tout cas, chez nous, on a les hauts grades des différents rites, qui est une continuité du parcours maçonnique qui se sépare en 3 degrés, apprenti, compagnon et maître. Et ensuite, en fonction des rites, il y a des degrés complémentaires qui est une suite dans l'apprentissage maçonnique. Alors, du coup, peut-être que on peut remettre avec moi en intervenant Mick 13, Dory et puis Jérémy.
et on prendra la parole, on coupera nos micros les uns les autres. Très bien, ça a été fait. Comme ça, on pourra tous réagir sans avoir à passer par les différents menus. Donc, je sais pas si Jérémy, Dory ou Mick13, vous voulez prendre la parole sur cette question. Moi, je veux bien donner un petit élément d'ordre général, dire que les obédiences travaillent énormément ensemble sur différentes façons. Maciad l'a dit, même entre le Géo et la GLDF, qui sont vraiment pour la France, la GLDF, la GLNF, qui sont vraiment les deux aux antipodes. Même il y a les rencontres Lafayette qui permettent de se rencontrer et de se voir. Voilà, il y a pas comme dans les partis politiques, pour ceux qui sont profanes, hein, je dis ça surtout, des querelles et des concurrences les uns avec les autres, parce que on se considère tous comme francs-maçons, même si parfois on peut pas aller visiter telle ou telle loge parce que de telle obédience, parce qu'il n'y a pas d'accord, mais voilà, mais en tout cas, on peut se rencontrer dans d'autres cadres et dans des conférences publiques également. Et puis il y a quand même énormément d'obédiences et de loges qui ont des accords mutuels d'amitié ou de rencontres, et on peut se visiter d'une obédience à l'autre là-dessus. Donc on est à milieu des concurrences, voilà, qui sont parfois même que des héritages d'histoires du passé que nous vivons. Mais voilà, donc ça c'est important aussi à signaler. Merci Jérémy. Alexandre, tu nous as rejoint, donc tu peux prendre la parole en désactivant ton micro. C'est peut-être moi qui dois retirer. Excusez-moi, si ça ne te dérange pas, je t'en prie. Prendre la parole sur la question d'ordre, parce que c'est un sujet, je crois que j'en avais partagé une partie avec Aura Pollon. Le droit humain, c'est un ordre, X international comme j'ai dit, mais un ordre. Pourquoi? Parce que en fait, dans le fonctionnement, on a une continuité initiatique au sein de l'ordre, du 1er au 33e degré du rite écossais ancien accepté. On a chaque obédience, ou presque, en tous les cas, leur suprême conseil, qui sont un peu l'instance régulatrice des rituels et du rite qui est appliqué au sein de l'obédience. Donc, si sans vouloir, alors j'espère que je ne me trompe pas, tu me corrigeras Maciad, mais certaines grandes loges fonctionnent par juridiction, c'est-à-dire que la continuité se fait au travers des juridictions. Et donc, le droit humain a le titre d'ordre parce que justement, la juridiction n'existe pas et c'est interne. L'ordre, on a tout en fait au sein du même ordre. Voilà. C'est la raison pourquoi on s'appelle ordre et pas grande loge du mixte du droit humain. Je te remercie, effectivement, je crois que tu as tout à fait raison. Ce sont des juridictions amies, y compris pour le rite écossais ancien accepté. Visiblement, il y a Tolan qui veut intervenir également sur ce sujet, et après on donnera la parole à Alexandre, le temps de voir comment on peut lui permettre de parler. Oui, je voulais ajouter un tout petit point pour compléter ce que venait de dire Dory, justement sur ce qui était la vision dans les obédiences régulières. Donc normalement, ce que je vais dire s'applique aussi bien à la Grande Loge unie d'Angleterre ou à la Grande Loge du Nebraska pour les rituels qui les concernent, donc le York ou l'émulation, si on suit les noms français. Tout simplement dans les obédiences régulières, et ça vient de la réunion qui a créé la Grande Loge unie d'Angleterre, on considère que la franc-maçonnerie n'a que 3 degrés, apprenti, compagnon et maître, qui doivent se décliner dans tous les rituels qu'ils soient. Ce qui fait que dans ces obédiences-là, on a séparé complètement ces 3 premiers degrés de tous les autres degrés qu'on a renvoyés dans des juridictions, donc on appelle juridictions amies, donc qui sont soit des arches royales pour les rituels anglo-saxons, soit un suprême conseil pour le RE2A, soit un grand chapitre pour le rite français, ou j'ai le nom du RER m'échappe, qui a pareil sa juridiction. Et un des points importants, c'est que les obédiences doivent rester totalement maîtres de leur rituel, ce qui fait que le suprême conseil qui est rattaché à la GNF ne va pas du tout gérer les 3 premiers degrés du RE2A que nous pratiquons. L'obédience doit rester à 100% maître de cette pratique. Par contre, le suprême conseil va gérer tout ce qui va aller du 4e au 33e. Et donc on a la même image, quels que soient les rites qu'on pratique, où tout est vraiment séparé entre les 3 premiers
et la suite, même si dans toutes ces juridictions, pour être amies de la GNF, elles ne doivent admettre que des membres de la GNF ou d'obédience qui sont reconnus par elles. Ouais, simplement pour distinguer le schéma qu'on peut avoir dans la plupart des obédiences françaises qui n'ont pas cette obligation qui vient de la régularité des reconnaissances, de distinction des degrés, des premiers degrés et de la suite. Voilà. Merci Tolan. Alors, je vois qu'il y a un petit micro rouge à côté d'Alexandre. Je pense que c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Est-ce que tu arrives à activer ton micro, Alexandre? Bon, alors visiblement non, donc je repasse sur une autre question. Ah oui. Juste un petit truc. Je pense que Tolan a répondu entièrement à la question de Aurapollon. Il n'y a rien d'autre à ajouter, mais je vois qu'Aurapollon a évoqué SOA et la seule chose que je vais ajouter à ce que Tolan a déjà dit, dans nos juridictions, on considère les 3 degrés comme les degrés principaux de la franc-maçonnerie. High grade, c'est même un terme, je dirais, péjoratif parce qu'il n'y a rien, on ne considère rien de supérieur aux 3 premiers degrés. Et quant à la SRA, c'est un ordre ou une organisation, si tu veux, à laquelle on adhère seulement lorsqu'on est invité. Donc, c'est pas comme le rite écossais ancien accepté ici ou le rite de York où après avoir été élevé au grade de maître, tu as la possibilité de continuer dans ces ordres-là. La SRA et SRICF, en tout cas ici aux États-Unis, c'est uniquement lorsque tu es invité à y aller. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je te remercie, effectivement. Je ne connaissais pas, je pense que je ne suis pas le seul forcément à ne pas connaître d'ailleurs.